L'échiquier international, bienvenue à vous, passe d'armes, invectives, accusations de toutes sortes, bref, une tension à son acmé après que Ankara ait émis un mandat d'arrêt, un autre contre Netanyahou, sans oublier les frappes sionistes mardi contre une base aérienne dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, à quelques encablures d'ailleurs de la frontière turque, cet espace d'ailleurs revendiqué par l'entité sioniste, bombardement survenu peu de temps après qu'une délégation militaire de la Turquie se soit rendue sur place en vue d'une éventuelle remise en état du site. En tout cas, depuis la chute de Bachar el-Assad, la Turquie et l'entité sioniste tentent d'imposer ou d'élargir leur zone d'influence sur le territoire syrien, encore dépourvu d'armées solides, de visions divergentes aux antipodes, des paradoxes qui mèneraient inéluctablement à la confrontation armée. Y a-t-il d'autres éléments qui dessineraient le scénario catastrophe ou confrontation? On en parle à tout de suite. Tension à son comble, théâtre de confrontation, la Syrie, les belligérants éventuels, la Turquie et l'occupant sioniste. L'entité sioniste émet des menaces, la Turquie continue son déploiement militaire sur le territoire syrien, des images satellites de bombardements sionistes mardi contre la base aérienne militaire d'Abu Dhurhur située dans la campagne d'Idlib, des frappes en guise de menaces contre Ankara. Pour décortiquer la situation, avec nous ce soir, Hicham Lahmissi, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Karim, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir, analyste en géopolitique, chargé de cours à l'université suisse UMEF de Genève et chroniqueur pour nos amis d'Antithèse. Alors Hicham, on l'a dit, les tensions s'exacerbent avec la Turquie alors que la communauté internationale condamne l'entité sioniste pour son inaction face au meurtre de travailleurs humanitaires à Gaza. Entre Erdogan et Netanyahou, rien ne va plus. Netanyahou qualifie d'Erdogan de dictateur après que la Turquie ait demandé à Interpol d'arrêter le Premier ministre sioniste. Est-ce que ces tensions pourraient s'exacerber jusqu'à finalement la guerre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un scénario qui est tout à fait envisageable, tout à fait possible. J'en avais déjà parlé il y a environ 2 ans en présentant justement une analyse un petit peu sur l'avenir du Moyen-Orient et les nouveaux équilibres. Je l'avais réitéré puisque vous avez cité Antithèse en octobre dernier. Je parlais de confrontation inévitable entre la Turquie et la Syrie, ce qui m'avait valu quelques moqueries et aujourd'hui ceux qui l'avaient exprimé se trouvent un petit peu ridicules, tout simplement parce qu'on se retrouve en fait dans une situation où, étant donné que la Syrie, dans la réalité du régime politique dans lequel elle était, bien jouait un peu un rôle de tampon, bien cette Syrie a sauté, est passée sous influence turque et que de l'autre côté, Israël n'a jamais caché ses velléités de conquête, notamment de tout l'espace sud syrien et notamment les territoires habités par certaines minorités et que les Turcs, eux, ne voient pas les choses de cette façon, eh bien on se retrouve dans un potentiel de conflictualité qui peut à terme déboucher sur une guerre parce que tout simplement on a affaire à une réalité de confrontation stratégique et pas simplement d'incidents comme le bombardement israélien qui a été mené sur une base des environs d'Idlib à quelques heures après en fait le passage d'une délégation militaire turque. Donc il n'y a pas eu de victimes turques en tant que telles. Par contre, les Israéliens ont bien choisi de frapper le lieu où les Turcs prévoyaient notamment de déployer des systèmes de défense anti-aériens, chose que les Israéliens ne sont pas prêts d'accepter et ils sont en train d'envoyer un message politique et militaire très clair en direction de la Turquie. Pour nos téléspectateurs, contexte. L'entité sioniste bombarde une base aérienne en Syrie en début de semaine, peu après la visite vraisemblablement d'une délégation turque. Une source syrienne du palais présidentiel et du ministère des Affaires étrangères a déclaré, c'était jeudi, que les responsables syriens étaient convaincus que le Premier ministre Netanyahou tentait d'entraîner Damas dans un conflit pour lequel elle n'était pas préparée, dans le but d'obtenir des gains sur le front syrien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique? C'est-à-dire que la puissance turque et sioniste voit leur influence s'entrechoquer en Syrie à force d'avancer ou à force de tenter de sanctuariser leur présence, on va dire les choses comme ça? Ce qu'il faut comprendre, il faut partir tout d'abord de la question d'Israël.
qui s'inscrit dans une logique et une vision messianique, mais en même temps une vision stratégique dans laquelle, en fait, n'est acceptée aucune puissance stratégique capable de concurrencer son projet extensionniste, et notamment le projet du Grand Israël. J'avais déjà parlé avec vous il y a quelques mois de ce scénario de confrontation israélo-turque, à laquelle aujourd'hui nous sommes clairement confrontés, et l'Iran a été une obsession israélienne, elle l'est. Les Israéliens ont été vaincus dans leur confrontation face aux Iraniens, mais ont tout fait pour engager les États-Unis dans cette guerre et pour pousser les États-Unis à faire la guerre contre l'Iran à la place d'Israël. Et aujourd'hui, les Israéliens font une focalisation nouvelle sur la Turquie, tout simplement parce que la Turquie représente à la fois une puissance militaire, une puissance technologique et une puissance industrielle, avec en plus une profondeur historique, une profondeur stratégique, qui, dans le rapport de force entre Israël et la Turquie, en réalité, rendent compte plutôt d'une asymétrie, avec un minuscule Israël et une Turquie qui représente une puissance, elle, bien réelle et capable d'écraser Israël militairement assez facilement dans le cadre d'une confrontation qui serait une confrontation directe. On le rappelle, l'entité sioniste occupe le long de la frontière avec la Syrie, tandis que la Turquie est depuis plusieurs années présente au nord. En tout cas, au sujet de ce bombardement sioniste à Idlib, l'ambassadeur des États-Unis à Ankara, Tom Barak, a indiqué que les renseignements sionistes à l'origine de ces frappes contre une base militaire, donc dans le nord de la Syrie, était erronée. L'entité sioniste aurait reçu des renseignements selon lesquels la Turquie était en train de transférer, vous l'avez dit, des équipements militaires. Tom Barak déclare: nous avons consulté nos agences de renseignement et la réponse que nous avons reçue était que cette affirmation était fausse. C'est-à-dire que le déploiement turc en Syrie était moins important que ne le laissaient entendre les sionistes. Est-ce qu'on estimerait, je vous pose la question, est-ce qu'on estimerait en interne de la diplomatie américaine que Netanyahou va trop loin? Alors, l'ambassadeur américain, et je tiens quand même à préciser juste un petit élément de nuance, n'a pas nié les faits. Il a simplement indiqué, et le langage est très important, qu'en termes de temporalité, les Turcs n'envisageaient pas tout de suite de le faire. Il n'a pas dit que les Turcs ne l'envisageaient pas. Il faut savoir qu'il y a déjà une présence militaire turque non officielle, et il y a une présence très importante du renseignement turc, et surtout de formateurs qui sont en train de reconstituer l'armée syrienne, donc sur le territoire syrien, et c'est justement ce que les Israéliens n'acceptent pas. C'est-à-dire que les Israéliens veulent une Syrie qui soit une Syrie décapitée, une Syrie clochardisée, à l'image de ce qu'est devenu l'Irak, c'est-à-dire un espèce d'État en voie de décomposition avec un jeu de conflits entre les différentes minorités. C'est ce que les Israéliens attendent, d'autant plus que les Israéliens veulent conquérir une partie du territoire syrien. Ils l'ont déjà exprimé à de multiples reprises, et donc ils se trouvent en concurrence aujourd'hui avec la Turquie, et mettre en avant le danger d'une Turquie qui soit présente en Syrie, d'un déploiement militaire turc en Syrie, donne d'autant plus d'arguments en fait dans la propagande israélienne pour justifier très certainement les opérations militaires à venir dans le sud de la Syrie, sachant que l'armée israélienne est déjà présente dans le sud de la Syrie. Et il faut prendre également un autre élément en considération, c'est que toutes ces provocations visent à discréditer également le discours turc, le discours protecteur de la Turquie à l'égard de la Syrie. Et cette situation de surenchère nous amène à nous poser une question qui n'est pas de savoir si les Turcs vont intervenir ou pas, c'est est-ce que les Turcs ont politiquement les moyens de ne pas intervenir? On devrait indiquer également une autre clé de compréhension, peut-être la donnée kurde, c'est-à-dire que ce que vous avez dit, c'est que l'entité sioniste souhaiterait voir une Syrie balkanisée, en quelque sorte, alors que les Turcs sont en train d'investir pour qu'il y ait un État syrien. Pourquoi? Pour que les Kurdes fassent quand même partie d'une entité étatique afin que cette donnée kurde ne se balade pas un peu trop dans le Moyen-Orient, ce qui inquiéterait Ankara. C'est antagoniste à aux visées sionistes.
Oui, alors il y a une dimension, c'est-à-dire que le séparatisme kurde, tant en Syrie, en Irak, ont été très largement sponsorisés par les Israéliens. Les Israéliens qui sponsorisent tous les mouvements séparatistes de la zone Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et je n'entrerai pas dans les détails, vous avez compris à quoi je fais allusion. Et en la matière, il est très certain que pour les Turcs, il a été très important d'être présent dans la Nouvelle-Syrie pour empêcher en fait toute reconstitution de ce fameux projet de la Rojava et autres comment dirais-je considérations qui Mhm. visaient justement à créer une enclave kurde qui puisse servir à terme d'avaliser un projet d'État kurde à l'avenir que les Turcs évidemment ne sauraient en aucun cas accepter. Mais pour le cadre de la Syrie, aujourd'hui, les mouvements séparatistes kurdes, on peut considérer qu'ils ont été neutralisés à la fois par les Turcs et également par le fait que les Iraniens ont frappé très très durement les mouvements séparatistes kurdes qui travaillent avec une grande proximité en fait avec Israël et ça a rendu service en fait aux Turcs. La question aujourd'hui, c'est Même en plus interne, pardonnez-moi Hicham, ces 2 dernières semaines, Erdogan a tendu la main, enfin tendu la main non, a essayé d'établir une plateforme de traduction politique du mouvement turc pour les réintégrer au sein oui, de plateformes politiques beaucoup plus militantes et moins militaires, on va dire les choses comme ça. Non, mais Erdogan, lui, s'est toujours en fait positionné dans une logique qui était beaucoup plus compréhensive en fait à l'égard de la dimension culturelle kurde, qui ne lui pose absolument pas de problème. Était beaucoup moins dur dans la définition de ce qu'est l'appartenance à la Turquie que ses prédécesseurs. Et en fait, il est en train de revenir à cette politique après Mhm. un moment bien où il y a eu un certain nombre d'incidents, d'attentats qui ont été menés depuis le Kurdistan, la partie kurde de la Turquie, et à laquelle l'armée turque a été contrainte en fait à l'intervention, et Mhm. ce d'autant plus que l'Irak avait été déstabilisé par la guerre d'invasion de 2003. Mais ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que vraiment on a une logique d'affrontement stratégique inévitable entre la Turquie et Israël, et que le terrain d'affrontement va de plus en plus devenir la Syrie, et ce d'autant plus que le régime syrien actuel est très dépendant de la Turquie, mais en même temps essaye de jouer une partition. Au moment même où je vous parle, nous avons des émissaires syriens qui sont en train de négocier en fait avec les Israéliens, presque dans le dos, j'allais dire, de la Turquie, tout simplement pour faire en sorte que la Syrie ne se retrouve pas un peu prise en sandwich entre ces deux grandes puissances. Une source turque a indiqué au journal sioniste Haaretz qu'Ankara oui, entendait continuer à soutenir la Syrie sur le plan politique, mais aussi défensif, et que Ankara souhaiterait que Washington limiterait donc l'activité militaire sioniste. Alors, où situer Washington dans cette équation? Les Américains se trouvent dans une position à la fois un petit peu compliquée, mais en même temps complice. Compliquée en ce sens où elle se retrouve dans une logique où se trouvent deux de ses alliés directement impliqués dans une confrontation qui dérange en fait les Américains, en plus dans une situation, dans une période quand même compliquée où les Américains se trouvent à être enlisés dans sa guerre contre l'Iran et cherchant en fait une solution pour pouvoir sortir de ce conflit. Et donc elle a besoin quelque part de l'appui des Turcs, ne serait-ce qu'en matière diplomatique, et de l'autre côté des Israéliens qui sont dans une logique de surenchère et qui essayent en fait d'ouvrir un nouveau front de déstabilisation du Moyen-Orient. Alors les Américains se retrouvent également à être pris en étau entre deux fronts intérieurs, entre ceux qui disent en fait qu'il y en a assez un petit peu de cette irresponsabilité et de cette surenchère expansionniste, belliciste d'Israël, et puis de l'autre côté, les soutiens inconditionnels Alors, d'Israël qui ont mhm. fait l'élection de Donald Trump et qui expriment en fait tout le discours de propagande israélien en présentant la Turquie comme un pays aujourd'hui qui est devenu beaucoup trop fort, beaucoup trop important et qui souhaiterait en fait affaiblir Autre- la Turquie avant qu'elle n'occupe un rang d'un niveau tout à fait conséquent.
et inatteignable pour l'entité sioniste. La Non, Turquie, la Turquie n'est pas, il faut parler très clairement, militairement, la Turquie n'est pas atteignable par Israël. C'est comme comparer inatteignable, un j'ai poids dit. plume C'est-à-dire, avec un poids lourd, très, très clairement. Ce que les Israéliens aujourd'hui peuvent faire, c'est déstabiliser la position turque, en fait, en Syrie. Elle a une supériorité militaire aérienne qui est réelle, d'autant plus que les Turcs sont équipés d'avions américains que les Israéliens connaissent très bien et que dans les années 90, ce sont en fait les Israéliens qui se sont occupés de la modernisation d'une partie du dispositif aérien turc et dont on on sait va en que parler. très probablement les Israéliens disposent de ce système de kill switch qui permet un peu de neutraliser à distance, enfin d'empêcher ou de rendre inoffensifs les systèmes d'armes qui leur seraient opposés. La Turquie a annoncé, autre thématique du jour, la Turquie a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt international contre Netanyahou dans le cadre de l'enquête sur l'interception en mai de la flottille pour Gaza par l'armée sioniste. Netanyahou est poursuivi donc par la justice turque pour crimes contre l'humanité, génocide, torture et privation aggravée de liberté sur une partie de 400 environ, je crois qu'ils étaient 430 militants à bord de la flottille globale Somod interceptée donc dans les eaux internationales. C'est un autre mandat d'arrêt turc contre Netanyahou, Hichem. Est-ce que celui-ci pourrait encore plus isoler Netanyahou juridiquement parlant? Alors moi je dirais plutôt que c'est une tentative turque de ne pas aller dans une logique d'escalade en fait, dans un conflit qui arriverait beaucoup trop tôt pour les Turcs et je m'explique en cela. C'est qu'aujourd'hui Ankara est obligé de réagir, hein, d'autant plus que l'opinion publique turque est très remontée contre Israël. Il faut se rendre en Turquie pour comprendre qu'aujourd'hui les Turcs ne parlent que de chercher à régler son compte à Israël. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est central et très important. Et il faut prendre en considération aussi le fait que bon, on a une situation économique qui est assez incertaine et donc le pouvoir actuel turc ne peut se permettre d'être mis en difficulté à travers ces provocations. Mais en même temps, les Turcs sont des personnes rationnelles et intelligentes et savent qu'aujourd'hui, la Turquie est entrée dans un processus de modernisation militaire et que la seule difficulté que les Turcs ont à l'égard de puissances équivalentes ou concurrentes ou d'ennemis dans la région, eh bien, c'est la disposition aérienne. Les Turcs sont en train de développer en fait leur propre aviation, le système Khan tel qu'il a été présenté, et qu'aujourd'hui on n'est pas dans une phase de production, c'est-à-dire que tout l'appareillage militaire aérien turc aujourd'hui est un appareil en fait américain type F-16 et qui en réalité ne fait pas le poids dans une confrontation aérienne vis-à-vis d'Israël. Les Turcs n'auraient aucune difficulté militairement au sol avec les systèmes antiaériens. Or, ce que les Israéliens veulent, c'est s'il y a confrontation, ce seront que des confrontations très localisées, en fait avec des confrontations de type combat d'aviation à distance pour lesquels les Israéliens en réalité sont assez tranquilles. C'est là que se situe en fait la difficulté. Donc les Turcs ne veulent pas entrer dans ce piège d'une guerre qui arriverait beaucoup trop tôt, mais qu'ils considèrent de toute façon inévitable. Il y a un célèbre politologue américain qui a enseigné à Columbia. C'est un auteur important dans le domaine de la théorie des relations internationales. Il est aussi l'un des fondateurs du néoréalisme. Kenneth Waltz, c'est son nom, qui voyait en quelque sorte dans l'anarchie internationale une sorte de grammaire du pouvoir, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le capharnaüm ambiant au détriment des nations Moyen-Orient, Iran, Liban, Syrie, Yémen, Jordanie en interne, Arabie Saoudite en interne, renforce un seul camp, ou un seul homme en l'occurrence, qui en tirerait son pouvoir, c'est-à-dire Netanyahou. Surtout qu'il y a un contexte électoral qui se dessine. Est-ce que cette tension lui est vraiment favorable? Est-ce que donner ce schéma équivaudrait à expliquer ou analyser ces visées toujours en avant, toujours belliqueuses? Ce qui est certain, c'est que Netanyahou est dans une logique de fuite en avant pour des raisons à la fois politiques et je dirais psychologiques. Bon, bah, psychologique, très clairement, on a affaire à un personnage qui ne dispose ou qui n'exprime absolument aucune empathie, qui est dans une logique en fait qu'on peut très clairement classer de psychose paranoïaque, ne voyant que des ennemis partout et donc qui est dans une logique où il faut frapper avant d'imaginer être frappé de façon imaginaire,
quitte à manipuler des opérations contre Israël elle-même pour pouvoir justifier le massacre et le génocide que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, notamment à Gaza. Et vis-à-vis de la Turquie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, à la fois, il y a une dimension où Netanyahou et une partie de l'établissement israélien considèrent la Turquie comme une menace dans le sens où Israël ne peut accepter aucun concurrent de quelque nature soit ce concurrent dans la région. Et de l'autre côté, il y a la dimension électorale où effectivement, il y a une partie de la population très importante israélienne qui s'est inscrite dans une fuite en avant un peu fascisante, très liée à une dimension également religieuse, manichéenne, et dans laquelle montrer ses muscles ou faire semblant de montrer ses muscles à l'égard d'une puissance comme la Turquie est considéré positivement et amènerait les Israéliens à voter de façon majoritaire en direction des partis qui soutiennent Netanyahou et l'extrême droite fasciste israélienne. Même si les opposants de Netanyahou ne sont pas contre une confrontation avec la Turquie. Alors, il y a un paradoxe quand même, Hichem, quand on veut ausculter la relation turco-sioniste, il faudrait des émissions entières. Certes, les liens entre la Turquie et le sionisme sont plus profonds qu'on le croit. Bref, pour les temps présents, on en parle. On a Netanyahou qui s'oppose à l'hypothèse d'achat d'avions F-35 par la Turquie. Et d'un autre, on sait que malgré l'embargo commercial officiel décrété par Ankara en mai 2024 contre l'entité sioniste, du pétrole continue d'être acheminé vers le marché sioniste en transitant par le port turc de Ceyhan via des réseaux privés et clandestins, pas étatiquement, enfin c'est pas reconnu officiellement. Donc il y a tout un paradoxe quand on veut examiner cette relation turco-sioniste. Il y a à boire et à manger finalement. Alors, la Turquie et Israël ont entretenu des relations très étroites. Il ne faut jamais oublier que la Turquie est le premier pays à avoir reconnu Israël dès 1949, premier pays musulman, je veux dire, qui a reconnu Israël en 1949. Et qu'on a pu assister, surtout à la fin des années 80, début des années 90, jusqu'aux années 2000, à un partenariat militaire stratégique dans le domaine du renseignement très poussé entre Israël et la Turquie, à tel point que les Israéliens s'entraînaient, je parle des pilotes israéliens, s'entraînaient dans le ciel aérien, en fait, l'espace aérien turc, et que de nombreux entraînements en fait partagés, communs, étaient organisés jusqu'à une période pas si éloignée que ça. Vous parlez de relations commerciales, il faut voir que la Turquie, jusqu'en 2023-2024, date où justement a été mise en place cette interdiction de commerce entre la Turquie et Israël de la part d'Ankara, la Turquie représentait quasiment le quatrième partenaire commercial d'Israël, partenaire commercial et économique très important. Aujourd'hui, il existe des échanges à travers des entreprises intermédiaires, donc on ne peut pas dire que la Turquie commerce officiellement avec Israël, mais le plus gros problème, c'est plutôt la question des hydrocarbures qui transitent effectivement par la Turquie depuis l'Azerbaïdjan, qui est très très lié à Israël, notamment dans le domaine du renseignement et dans un certain nombre d'éléments interventionnistes en direction d'Israël. Et sans ce pétrole, Israël n'aurait pas les moyens de mener sa guerre avec autant de facilité. Et donc c'est un élément effectivement qu'il faut rappeler tout simplement et resituer les choses, et qui s'inscrit un petit peu dans la stratégie israélienne en fait d'encerclement du monde arabe, ce qui explique pourquoi les Israéliens se sont affairés à s'allier de façon assez poussée avec l'Inde. Alors cette fois-ci on va dire l'Inde, c'est pas le monde arabe, mais c'est la proximité du Pakistan et l'arme nucléaire pakistanaise qui est considérée comme un danger existentiel pour les Israéliens. C'est pour dire vraiment la paranoïa dans laquelle se situent les élites de ce pays, ce qui permet d'expliquer pourquoi les Israéliens ont mené un rapprochement très poussé avec l'Iran d'avant la révolution islamique. Et je pense que le monde arabe n'a peut-être pas très bien compris les implications, par exemple, d'une évolution de l'Iran vers un autre type de régime qui signifierait une véritable tragédie pour le Moyen-Orient et le monde arabe, la façon pour laquelle Israël a fortement plaidé pour la création du Soudan du Sud, du Soudan, ou comment Israël traite énormément avec l'Éthiopie, était à l'origine
du projet et du financement, par exemple, de construction du barrage Renaissance au niveau du Nil, qui pose un véritable problème stratégique pour l'Égypte. Et je pense que beaucoup n'ont peut-être pas compris tous ces éléments. Et aujourd'hui, les Israéliens sont en train de faire de même à la marge du Maghreb, à l'ouest de la frontière algérienne, comme vous le savez. Et ça représente un danger stratégique très important pour la sécurité de l'Algérie. Merci beaucoup, Hicham Lamisi, d'avoir été des nôtres, analystes en géopolitique et chroniqueur pour Antithèse. Merci encore et je vous dis à bientôt. Merci. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite de programme sur Al24 News et bonne soirée.